Bonjour à toutes et à tous. Je reçois aujourd'hui Pascal Blanchard, historien, chercheur au CNRS, auteur avec Nicolas Bancel et Dominique Thomas de Vers la guerre des identités, de la fracture coloniale à la révolution ultranationale. Je souhaitais inviter Pascal Blanchard parce que depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, il a coécrit avec d'autres auteurs des livres qui, me semble-t-il, ont marqué la scène intellectuelle et politique française, notamment un livre sorti en 2005, La fracture coloniale, et puis sorti juste avant les attentats du mois de novembre, Le Grand Repli. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire quelle est la trame, quel est le sens de ces différents livres et d'autres qui ont été sortis entre-temps, pourquoi vous creusez ce sillon, quel regard, quel projet intellectuel finalement de la fracture coloniale vers la guerre des identités? Moi je viens d'un parcours étonnant, c'est que je suis un africaniste. Quand on est africaniste, on travaille sur l'Afrique. Quand on travaille sur l'Afrique, on travaille souvent sur l'histoire coloniale en Afrique. Mais en même temps, travailler sur l'Afrique et la colonisation, ça nous propulse aussi à travailler sur la relation que la France a eue avec son empire colonial. Et dans les années 2000, on a commencé à sentir qu'il y avait un retour d'héritage, une mémoire, comme on l'appelle très souvent, qui posait question, qui faisait débat en France sur l'histoire coloniale. Donc c'était plus un problème qui se passait là-bas, c'est un problème qui se passait chez nous. Et en commençant à interroger un peu la société française, on a très vite mesuré que la question coloniale n'était pas juste un mauvais rapport au passé. C'était pas juste une problématique de savoir. Il y avait quelque chose qui, dans notre société, faisait que cette question-là était devenue une question majeure en termes de manière dont on en parlait, de la manière dont on digérait ce passé, la manière dont les mémoires émanaient dans la société. Un peu comme dans les années 50-60, la question de Vichy. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à sortir des pièges de l'histoire. Et que la mémoire était devenue très conflictuelle, peut-être parce que justement, il n'y avait pas de solution, comme en 95, quand Chirac, à un moment, tourne la page de Vichy, on ne voyait pas de porte de sortie de ces débats-là. Et chacun s'enfermait dans une mémoire parcellaire, en conflit, les pieds noirs d'une part, les jeunes issus d'immigration d'autre, la gauche, la droite, chacun avait des points de vue extrêmement forts. Pourquoi? Pas simplement parce que c'était lié à l'histoire, mais parce que c'était lié au présent. En fait, certains vivaient un ressenti que les effets, les éclaboussures impériales continuaient à retomber sur eux quand ils vivaient dans les quartiers populaires, quand ils vivaient dans les Outre-mer, quand ils étaient issus d'immigration. Ils avaient le sentiment que c'était cette histoire coloniale qui faisait qu'ils n'étaient pas totalement français pour certains. Donc on est parti d'une enquête sur le terrain, à Toulouse. On a interrogé 1000 personnes pour savoir quel était le poids de l'histoire coloniale. Cette enquête a donné naissance à ce livre, La fracture coloniale, qui est sorti en fait 2 mois avant les révoltes des quartiers populaires. Donc ça a donné une résonance parce que ce que expliquaient beaucoup d'auteurs, c'est ça va mal finir. Ça va mal finir parce qu'on ne prend pas conscience du lien entre la souffrance sociale du présent, donc une vraie question sociale dans le présent, qui se doublait d'une problématique mémorielle et identitaire. Et que les 3 superposés étaient prêts à détonner, à exploser et à produire justement ce qui allait arriver, la révolte. D'où cette réflexion qui a été menée par 20 chercheurs de dire mais pourquoi ça ne passe pas? Pourquoi on a du mal avec le passé colonial? Pourquoi le passé colonial est si important dans le présent? Pourquoi il fait encore sens pour tout le monde? Pas pour ceux seulement qui ont été colonisés ou avec les enfants de colonisés, mais aussi pour ceux qui sont inconsciemment les héritiers d'un vieux passé colonial, à droite comme à gauche. Et de là est né ce livre, la résonance de ce livre qui a merveilleusement bien marché parce qu'il tombait à un moment de l'histoire important. L'année 2005 a été, rappelez-vous, le vote de février 2005 sur la colonisation positive, la naissance des indigènes de la République, certes les émeutes. Ça a été un moment de point d'orgue, d'édition, de réflexion. Pratiquement tous les grands hebdomadaires français ont consacré un numéro spécial à la question coloniale. D'un seul coup, la France redécouvrait, 4 décennies plus tard, que cette période coloniale, en fin de compte, n'avait pas été digérée. Et elle était tellement mal digérée que c'est le moment où on a commencé à se poser des questions aussi sur la place des politiques et de l'État dans cette non-digestion du passé colonial. Un exemple très simple. De toutes les grandes puissances coloniales, il n'y a que la France, le Japon et le Portugal qui n'ont pas de musée d'histoire coloniale dans ce pays. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes pied noir ou descendant de pied noir, quand vous êtes harki ou descendant de harki, quand vous êtes un jeune qui a fait, par exemple, l'histoire à la maison, on n'en parle jamais, du grand-père ou du père qui a fait la guerre d'Algérie. Quand vous êtes issu de l'immigration coloniale, cette histoire, personne ne vous la raconte. Elle n'est racontée nulle part. Et vous savez quand même dans un pays, surtout le pays des musées, parce que la France c'est le pays des musées, on est champion du monde pour faire des musées de tout. On a 22 musées du sabot, donc on sait faire les musées, on est des professionnels. Et bien quand un pays n'est pas capable de faire entrer une histoire au musée, c'est qu'elle a un mal-être, avec cette même histoire. Parce que cette histoire, elle dépasse simplement le fait repentance par repentance. Elle nous parle de nous aujourd'hui, de la manière dont la République s'est pensée au XXe siècle. Vous savez, essayez comme moi d'aller voir une classe d'école de gamins de 15, 16, 17 ans et de leur dire, alors voilà, la France c'est le pays des droits de l'homme, la Révolution française,
l'humanisme, l'égalité et le même pays à coloniser. Bon courage. C'est comme d'expliquer pourquoi il a fallu attendre 1945 pour que les femmes votent dans le pays des droits de l'homme. Ces paradoxes-là ont une histoire. Il ne faut jamais faire, quelque part, un décalage entre le temps historique et le temps du présent. Mais les héritages de cette histoire, dans les discriminations, dans le fait que l'on vive hors de la ville, dans les quartiers populaires, le fait qu'on se sente exclu à l'emploi, le fait qu'on est regardé comme de mauvais Français, le fait qu'on est en permanence stigmatisé au moment des attentats. Et les attentats, c'est pas que les années 2015. On les connaît en France depuis le début des années 80. Je vous le rappelle, les années 80, 90, 2000 ont été traversées par cette histoire-là. Et à chaque fois, une forme de stigmatisation, le félaga d'hier, n'est-il pas un petit peu aussi le jeune des quartiers d'aujourd'hui? Tout ça faisait que pour beaucoup de gens, dont le regard posé sur certains et sur certains sur eux-mêmes, eh ben, il y avait toute l'histoire coloniale qui devenait une clé d'explication. Et comme la République ne fait pas à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, son boulot d'écriture de l'histoire pour faire rentrer cette histoire dans les mémoires collectives, d'autres l'ont instrumentalisé, l'ont fait à leur place. Dans les quartiers, d'autres l'ont fait sur Internet, je pense à Dieudonné par exemple, sur la question de l'esclavage, mais d'autres l'ont fait depuis la Syrie ou l'Irak, en appuyant fortement sur l'Occident vous humilie depuis toujours, il a humilié vos pères et vos grands-pères à l'époque de la colonisation, ou à travers la frontière Picot entre la Syrie et l'Irak. Donc d'autres racontent l'histoire à notre place, et d'un seul coup on découvre que cette histoire pour beaucoup, elle est en résonance dans le présent. Alors ça peut être dans l'acte du quotidien, dans la discrimination qu'on peut vivre, ça peut être dans la manière dont on se pense républicain en français, ça peut être dans la manière où on pense la nation par rapport à nos outre-mer, le côté hexagonal un peu refermé, mais ça parle aussi de ce que la droite a particulièrement titillé depuis des années, l'identité nationale, qu'est-ce qu'être français, l'intégration ou l'assimilation, de débats qui voient au cœur de la campagne de 2017. On dirait que tout ça est tellement loin de l'histoire coloniale, pas du tout. Tout ça a commencé à cette époque-là. Les mots intégration sont nés en pleine guerre d'Algérie. Les débats sur la place de l'autre et sa citoyenneté sont nés pendant les conflits précédents. La question même d'être français, c'est né au moment de la conquête coloniale. En 1889, on fait des étrangers, des petits Français en France parce qu'on a besoin de combattants, et dans le même temps on dit aux indigènes, oh les gars, vous ne serez pas français. Vous ne pouvez pas être français. Pourquoi ? La couleur de votre peau. Tout ça, aujourd'hui, ça a du sens et de la résonance, d'où ce livre. Et 10 ans plus tard, d'être passé de la fracture, comme il ne s'est pas passé grand-chose en 10 ans, si c'était que la fracture c'est devenue béante, elle n'est plus que coloniale. Donc pour vous, en 10 ans, les choses se sont aggravées ? Oui, on est passé d'un problème qui était purement une continuité du colonial à quelque chose qui est très identitaire, parce que le contexte international, cette soi-disant guerre des civilisations, doublé d'une crise sociale qui s'est accentuée sur les territoires, doublé d'une crise identitaire politiquement qui a été extrêmement violente depuis 10 ans, après les années Sarkozy, a fait que d'une certaine manière, on est passé de quelque chose qui au départ s'expliquait seulement par le colonial à quelque chose aujourd'hui qui est devenu très identitaire, où les gens se replient sur des communautés, sont prêts à voter à l'aune d'un vote identitaire. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui votent en tant que blancs. Ça n'existait pas il y a 15 ou 20 ans dans la vie politique française. On vivait, on votait, on pensait à travers une situation de classe. Et maintenant, des gens peuvent se dire, je vais voter pour le FN parce qu'en tant que blanc, je ne veux pas perdre ce que je suis. Et tout ça est nouveau. C'est nouveau parce qu'on n'a pas... dit d'ailleurs à un moment donné que les thématiques d'extrême droite ont percolé dans une partie de la gauche. Donc vous pensez que la situation s'est aggravée, y compris à gauche? C'est plus que ça. C'est même, je dirais, beaucoup plus dramatique que ça. C'est que le mode de pensée du Front National a percolé la capacité de la gauche à penser ces questions d'identité. Parce qu'il faut les penser, les questions d'identité. Il ne faut pas croire qu'elles se génèrent toutes seules. Il y a un vrai débat à tenir. Être français n'est pas un sujet en soi qui doit être mis de côté. On doit en parler, on doit discuter. Les lecteurs pensent à ces questions-là. D'ailleurs, si on fait de l'instruction civique à l'école, c'est bien pour que nos enfants comprennent ce que c'est qu'être français, être héritier de la République. Si on prend du temps, nous les historiens, à raconter des histoires qui remontent à des fois plus de 2 siècles de la Révolution française, c'est bien que ça fait sens le passé et l'histoire. Si donc toutes ces questions-là amènent une grille de lecture, un regard sur soi-même, et que d'un seul coup vous avez un Front National qui dit non, les gars, tout ça c'est faux. Je vais vous raconter une autre manière de penser être français. La guerre d'Algérie qui n'est pas terminée, le fait que d'autres viennent chez nous prendre quelque part notre identité, la perturber, la métisser, faire que demain nous ne serons plus français, le discours sur le déclin. Ces questions-là commencent à irriguer aussi une partie de la gauche qui quelque part est perdue face à ces questions, a le sentiment que la question sociale ou le rapport de classe se serait effondré et ne sait pas quoi mettre à la place. Rappelez-vous le débat quand il y a eu à un moment une réflexion sur quel sera l'électorat de demain du Parti Socialiste. C'était la pagaille à bord quand d'un seul coup certains sont arrivés en disant bah oui, demain les immigrés sont... Oh purée, qu'est-ce qui se passait? Parce que ce qui se passe n'a pas été pensé par la gauche française dans son ensemble. Parce qu'elle ne l'a pas vu venir ce débat. Beaucoup n'auraient pas imaginé qu'une des grandes questions du début du XXIe siècle serait l'identité dans ce pays. Pourtant, c'était en germe depuis le début des années 80. Et ça a été mal préparé, mal pensé. Donc, à un moment, les idées des autres, la grille de lecture de l'autre,
Comme l'électeur l'apprend, il l'envoie en plein visage de son député. Alors comment on en sort, comment on peut construire une grille de lecture de gauche sur cette question d'identité? Comment on sort de ce racisme post-colonial? Déjà, on pose la question qu'on venait de le faire. Un racisme post-colonial. C'est déjà nouveau. Il y a 15 ans, il n'y avait personne, le Parti socialiste, qui aurait dit ça. Poser la question comme un racisme post-colonial. C'est-à-dire que ce n'est pas le même racisme qu'hier, c'est pas celui de Vichy. C'est une autre histoire. Et cette histoire, on en est porteur. Compliqué. C'est pas un racisme d'exportation, d'importation, c'est pas l'apartheid de là-bas, c'est pas la ségrégation américaine. Là, on est en train de parler de la France, qui a produit une histoire, et donc il doit arriver à déconstruire cette histoire, décoloniser les imaginaires, penser qu'elle est aussi héritière, vous, moi, de cette histoire impériale, parce que la culture coloniale a irrigué aussi notre culture générale, pour arriver à déconstruire ça, pour ne pas reproduire dans le présent le regard sur cet autre qui, quelque part, est encore un descendant d'indigène et pas simplement un immigré. Parce que c'est pas la même chose. Oui, mais quand on déconstruit, de l'autre côté, le FN, lui, construit un regard, un imaginaire. Il a commencé avant nous. Il a commencé bien avant vous et bien avant moi. C'est-à-dire que le FN, depuis 40 ans et sa création, c'est un parti post-colonial. Il est né après l'Algérie française. Lui, il sait quelle est sa posture dans cette histoire. Lui, sa grille de lecture, elle est totalement post-coloniale. Ils ne gagneront pas deux fois. Ils repartiront un jour. Le slogan, on est chez nous. Quelle banlieue veux-tu? Ils ont tout compris sur cette question-là. Sauf qu'à côté, la droite d'ailleurs, comme la gauche veut les imiter et la gauche est perdue. Il ne faut pas parler d'identité, c'est dangereux, la laïcité va nous sauver. Oui, mais la laïcité, c'est pas le débat sur l'identité. La laïcité, c'est un des débats sur la religion, qui fait débat dans ce début du XXe siècle. C'est une question. Mais à côté de ça, le débat sur l'identité, c'est tout à fait autre chose. C'est un débat sur lequel nous n'avons pas les clés à gauche de déconstruction. Parce qu'il faut apprendre à... C'est pas une question simple, c'est pas un bloc, tiens, il y a l'identité comme problème, allez, on s'y colle. Ah non, non, non. C'est un peu sur l'histoire, un peu sur la mémoire, un peu sur la citoyenneté, un peu sur les notions d'égalité réelle. Par exemple, le débat qui depuis 15 ans traverse la France, comment on mesure les discriminations? Pas de statistiques en France. Génial. D'abord, nos collègues anglais, américains, ils font des stats en France, nous on n'a pas le droit. Ce qui implique qu'on est quand même des piches pour arriver à analyser la situation. Donc comme on ne mesure pas, bon, on dit n'importe quoi, et tout le monde dit n'importe quoi. Donc là, on a des problèmes pour mesurer la discrime et agir sur les discriminations. Donc il faut apprendre à segmenter toutes ces questions. La question de l'antisémitisme qui monte dans les quartiers, par exemple. Aujourd'hui, les sondages, heureusement qu'on a les sondages, nous permettent de mesurer sur quel registre ça monte, grâce à Internet ou pas, grâce à la question palestinienne et syrienne ou pas, avec ce qui se passe dans le monde ou pas. C'est des questions qui sont essentielles parce qu'on a tellement peur de les appréhender qu'on récupère un sac de nœuds énorme qu'il faut donc commencer à dénouer, d'où l'idée de 23 articles différents dans Vers la guerre des identités, où chacun a pris une question. Les quartiers populaires, les Outre-mer, être noir en France, l'islam, le débat sur la citoyenneté, la binationalité. Quel effet ça produit sur 3,5 millions de gens à qui on dit « En fait, tu n'es qu'un demi-français ». Waouh! Oui, mais en même temps, quand on évoque, j'avais proposé moi par exemple qu'on ait des statistiques ethniques dans le logement social, puisque c'était une demande des citoyens qui me demandaient du mélange. Et en même temps, on voit que tout de suite, on atteint la question de l'universel, de l'égalité universelle, qui est un des fondements et de la République et de la gauche. Et donc tout de suite, on se heurte, et on voit bien, y compris comment Ménard à Béziers reprend à partir des prénoms dans les écoles, et le truc se retourne. Et donc, quand on avance aujourd'hui sur les statistiques ethniques, on se fait attraper par dire, en gros, vous voulez nous faire du FN en mode FN. Et donc on voit que les sujets sont compliqués, parce qu'on n'arrive pas finalement à construire cette vision de gauche d'une égalité réelle et une égalité comme un des éléments essentiels de notre identité. Mais sur la parité, par exemple, si on n'avait pas pu mesurer que les femmes n'avaient pas les mêmes salaires que les hommes ou étaient moins représentés à l'Assemblée que les hommes, on n'aurait pas agi. À un moment, il faut pouvoir quantifier, arrêter de dire des conneries et regarder le réel. Tiens, il y a moins de femmes députées que d'hommes. C'est simple à faire comme calcul. Vous croyez qu'aujourd'hui, les minorités dites visibles sont représentées au Parlement? C'est facile à savoir. On a les chiffres. Maintenant, c'est une chance. Mais quelque part, on ne peut pas le faire sur l'ensemble de la nation. Par exemple, les élus, on ne peut pas le faire dans certains sujets. Le but n'est pas que tout le monde soit fiché, puisqu'on détruit systématiquement les sources sur lesquelles on travaille, nous, les historiens ou les sociologues. Donc le but n'est pas de mettre tout le monde en fichier comme aux États-Unis. Ça, c'est l'Amérique. C'est de prendre des échantillons réduits, et sur ces échantillons réduits, de dire, OK, sur la discrimination à l'emploi, ça veut dire quoi? Sur la discrimination là, ça veut dire quoi? D'ailleurs, l'INED, là, un peu fait. L'enquête que vient de sortir l'INED, qui a traumatisé personne, a fonctionné exactement là-dessus. Et d'ailleurs, pour la première fois, vous remarquerez, a introduit la question des ultramarins dans la question des discriminations liées à l'immigration en France. Ce qui était quand même la base même. Ah oui, quand on est antillais, on subit des discriminations. Jusqu'à maintenant, il ne fallait pas en parler, parce que c'était pas la même chose. Oui, mais enfin, celui qui vit les discriminations, qui se fait arrêter par la police, il vit la même discrimination. Il faut bien à un moment la mesurer. Ça, c'est des outils de déconstruction. Oui, et d'action. Et d'action. Oui, mais pas de discours, pas de création d'un imaginaire. Ben si, parce que les gens pensent qu'en fait, quand on est blanc, on pense qu'homme, on ne pense pas qu'il y ait discrimination aux femmes, aux minorités visibles en France.
Vous savez combien il y a d'élus issus des immigrations dans les conseils généraux et les conseils régionaux en tant que de présidence? Vous ne savez pas. 2%. 2%. Ce pays est un pays d'immigration coloniale depuis un siècle. D'accord? En 1906, il y a des Maghrébins qui arrivent à Marseille pour les savonneries. Et bien, on est plus de 100 ans après, il y a toujours 2% de présidents de conseils généraux et de présidents de conseils régionaux. Ben, aux États-Unis, c'est pas le même chiffre. Ça va, c'est concret. Ben, avec le chiffre, vous discutez pendant des heures, vous aurez tort. Vous aurez tort parce que ce pays a un souci donc pour intégrer dans la proximité démocratique du terrain. Donc, la logique des statistiques ethniques en c'est vous qui avez ethnique, je n'ai pas dit ethnique, j'avais des statistiques qui sont liées, ça peut être à l'origine des parents, l'origine des grands-parents, la couleur de la peau, le ressenti de l'individu. Donc on travaille on objective les discriminations pour pouvoir qu'elles soient mises sur la table, qu'elles soient assumées, confrontées. Et des vrais chiffres. Et des vrais chiffres pour qu'elles soient confrontées, pour finalement bien sûr. Faire émerger ce sujet-là comme sujet politique. Mais d'autres, je vais donner un exemple extrêmement prégnant. Quand on voit aujourd'hui par exemple, à la télévision, pour un sujet complètement différent, on en parle dans l'ouvrage, que nous proposent aujourd'hui les médias au sens large, notamment les médias publics, sur les questions de colonisation, d'immigration, qui soient qualitatifs et qui ne soient pas à 23h50, qui ne soient pas de mauvaise qualité, qui soient de bonne qualité, parce que ça peut faire des modèles. À un moment, vous savez comme moi, si vous n'avez pas un modèle qui vous ressemble, vous ne pensez pas que cette société vous est ouverte. Je veux dire simplement la chose, quand Henri Roselmack et Audrey Pulvar sont arrivés à la télé, il y a des milliers de gamins qui se sont dit qu'ils pouvaient être journalistes. Et bien ça se travaille, ça. Vous savez, ça se travaille parce qu'on le sait tous, si vous ne fabriquez pas des images positives au cœur de la République, qui sont des modèles, comme on le faisait au début du siècle, du XXe siècle, pour avoir des modèles, pour qu'il y ait une promotion sociale, des campagnes vers les villes, des ouvriers vers la réussite, d'envoyer les enfants à l'école. Il faut des modèles pour avoir envie de réussir. Si vous ne proposez pas des modèles en dehors du sport, des modèles de réussite multigénérationnels et multiprofessions, vous n'arrivez pas à faire que ces gamins se sentent dans ce pays chez eux. Si vous ne pensez pas à vos manuels scolaires autrement que la manière dont ils étaient pensés dans les années 50, vous ne produisez pas des gamins qui à l'école sont dans la même citoyenneté que vous. Et puis si vous ne comprenez pas qu'une salle de classe dans laquelle une partie des gamins ont une histoire de l'autre côté du miroir, même si vous pensez qu'ils avaient tous égaux, est-ce que vous trouvez normal qu'aux Antilles on apprenne plus, aujourd'hui, plus d'histoire de l'esclavage qu'en métropole? Est-ce que c'est normal? Non. Mais c'est la réalité. C'est la réalité républicaine. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'un jour, il y a un gars qui a dit à l'éducation nationale, les petits noirs aux Antilles, ils ont quand même besoin de l'histoire de l'esclavage. Et bien c'est peut-être les petits blancs dans l'Hexagone qui ont besoin de l'histoire de l'esclavage et un petit peu moins aux Antilles. Ces questions ne sont pas des questions secondaires. L'identité de chacun et l'identité collective, c'est ce qui fait l'envie de vivre ensemble. C'est ce rapport très complexe de « j'ai envie de vivre avec toi alors que ton identité est différente de la mienne ». Moi, je suis breton. Mon identité bretonne pose des problèmes à personne aujourd'hui. Parce que ça y est, c'est digéré, les coups de pied dans le cul, les bretons, c'est mon arrière-grand-père qui les a pris pour rentrer dans la République. Et en 14, il ne parlait pas français, il parlait breton. Mais tout ça, c'est le passé parce qu'on a eu la promotion sociale à côté. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes enjeux. C'est plus la même histoire. Entre-temps, il s'est passé des tas de choses comme l'histoire coloniale, c'est de nouvelles immigrations qui arrivent, un nouveau contexte international. Toutes ces données doivent être prises en compte pour arriver à comprendre que ce vivre ensemble, qui a été un super beau slogan, sauf qu'on n'a pas compris qu'il s'apprenait. Comme l'intégration, tout le monde pense que c'est l'autre qui doit s'intégrer. L'intégration, c'est comme l'histoire d'amour. Si les deux dans le couple, ils font pas le boulot, ça ne marche pas. Et bien l'intégration, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il fallait autant travailler sur la société d'accueil que sur celui qui arrivait. Les droits et les devoirs sont pour les deux. J'ai bien dit, les droits et les devoirs sont des deux côtés. Intégrés, c'est complexe. Vivre ensemble dans un immeuble, c'est complexe. Avoir des quartiers d'exclusion qu'il faut gérer maintenant, parce que dans les années 50-60, on a fait n'importe quoi, c'est complexe. Penser que des territoires sont complexes à gérer parce qu'ils n'ont pas la même histoire, vous croyez que Mayotte, c'est facile aujourd'hui en termes identitaires? Vous croyez que la Guyane, c'est facile? Toutes ces questions-là nous sont posées à nous, à l'aune de grilles de lecture qu'il faut bien dichotomiser, il faut travailler sur tous ces registres en parallèle. Je rappelle une chose, ce n'est pas la question sociale ou la solution sociale qui règle les problèmes identitaires. La Suisse est un pays qui va très très bien en termes de chômage, est un pays qui va relativement bien en termes économiques, est un pays qui vit plutôt aisé, et c'est un des pays les plus racistes d'Europe, il n'a jamais eu de colonie et pourtant il a une culture coloniale. Donc il ne faut pas croire que parce que les Français, il y aura moins de chômage, on va régler la question identitaire. La question identitaire, vous l'avez au fond de vous. Bien, merci Pascal Blanchard. Je vous invite, évidemment, on a soulevé là que quelques sujets, mais vous avez rappelé à juste titre que l'identité ou la guerre d'identité, elle est au cœur de la campagne présidentielle. Donc je vous invite les uns et les autres, franchement, à prendre un peu de temps pour au moins feuilleter le livre Vers la guerre d'identité et à creuser ce sujet qui va nous occuper dans les mois qui viennent. Merci à vous. Merci, à bientôt.